Lafond, qui est le gros bâtiment le plus connu de la technologie. Concrètement, donc inauguré le 5 avril. Concrètement, ce qu'on fait, ça va être les choses suivantes, c'est-à-dire qu'on a 4 grosses, focus. On a la mobilisation, l'opération, l'innovation et la formation. Donc, mobilisation, c'est le fait de parce qu'on est un incubateur, donc on a un incubateur cyber, c'est on récupère toutes les startups qui souhaitent se lancer dans la cyber en particulier, pour les incuber, pour les accélérer, pour les aider à se développer. On opère parce qu'on a également, une Cyber Range, donc un outil qui nous permet de faire de la simulation avancée, d'écosystèmes cyber et d'écosystèmes de manière générale, pour pouvoir faire des simulations d'attaques, des simulations de crise. Je le détaillerai un peu plus en détail dans ma présentation. Innovation parce que justement on va, justement pousser, les startups à faire quelque chose d'innovant, de, de différent. Aussi dans la mobilisation, c'est au fait de réunir en fait finalement tous les acteurs, de la cyber, ceux qui existent déjà et ceux qui, sont en devenir. Et la formation, donc le but, c'est de faire de la sensibilisation comme un petit peu je vais vous faire là aujourd'hui, de l'état de l'art et cetera. Mais également, de la montée en compétences, pour des étudiants, pour apprendre finalement, ce qu'est la cybersécurité. Voilà, donc, alors cette slide, ouais, elle est pas tout à fait je suis désolé, j'ai pas mis le bon titre donc, cybersécurité, je voulais juste mettre état de l'art, état de la menace, quel est l'état de la menace actuellement? Tout d'abord, je vais partir sur quelques chiffres de la cybersécurité. La cybercriminalité, donc ça veut dire, vraiment les méchants finalement dans l'histoire. Actuellement, on a investi mondialement, hein, là on est sur les chiffres mondiaux, 181 milliards de dollars, on est en dollars, hein, parce que c'est les chiffres américains, mais c'est vraiment dans le monde entier, 180 milliards de dollars en 2023. Donc c'est énorme, c'est un record par rapport aux années précédentes, donc vraiment un record, ça veut dire qu'on met vraiment de plus en plus de moyens dans la cybersécurité. Cependant, donc ce chiffre peut paraître énorme, mais en fait, en 2023, 8 000 milliards. 8 000 milliards, qu'est-ce que c'est? C'est le coût de la cybercriminalité. C'est ce que ça coûte de mal se protéger actuellement et ça augmente d'année en année. On avait, 3 milliards en 2015 et on prévoit 10,5 3 000 milliards pardon, excusez-moi. Parce qu'on est dans des milliers de milliards, donc là on arrive sur des billions finalement. 3 000 milliards en 2015, on arrive à 10 000 milliards en 2025. C'est énorme. Donc 8 000 milliards, on a du mal à se rendre compte. C'est un peu comme s'il y avait 667 milliards par mois ou 154 par semaine, 22 milliards par jour, 913 millions par heure, 15 millions par minute. Et donc, en fait, c'est comme si on disait que chaque seconde, il y a 255 000 € qui sont perdus à cause de la cybercriminalité. Donc c'est quelque chose qui se développe énormément, qui prend énormément d'ampleur et qui, touche, vraiment le monde entier à une vitesse fulgurante et de plus en plus importante. Donc il faut quand on compare, du coup, finalement, les 180 milliards et les 8 000, qu'on touche, on voit que finalement, on ne met pas encore assez de moyens, dans la cybersécurité pour éviter la criminalité, justement. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut insister pour le dire que c'est pas juste, «Ah, il faut faire attention», c'est un fait. Voilà. Et la santé dans tout ça. Donc, quels sont les chiffres dans, la santé? Parce que, bien sûr, si vous êtes là, c'est que vous êtes, intéressé, principalement par tout ce qui est, cybersanté, de manière générale. 39 c'est le premier chiffre, donc c'est 39 des structures en 2022, ont été contraintes de mettre en place un fonctionnement en mode dégradé. C'est-à-dire de revenir parfois à crayon papier, parce que l'hôpital a été touché, ou revenir au fax, ou à des vieilles technologies, ou à un mode de fonctionnement juste ralenti parce que la moitié des ordinateurs avaient été touchés et que du coup on ne pouvait plus faire fonctionner, heu, tout l'écosystème, de l'hôpital. Donc 39 donc un tiers des structures qui ont été, touchées en 2022. Donc ça, c'est, la source, c'est le CERT de la santé. C'est le troisième secteur le plus touché par la cybercriminalité. Tout ce qui est hôpital, santé, de manière générale, c'est vraiment énormément touché, par la cybercriminalité. C'est à environ 10 des attaques.
Donc, le premier, ça va être les PME. Voilà, les collectivités, ça doit être le deuxième, et du coup, voilà, on arrive en troisième position. Donc c'est quand même un gros secteur qui est une cible favorite des hackers, parce que finalement, eh bien, comme vous pouvez le voir, c'est facile, entre guillemets, il y a un tiers des hôpitaux qui ont été en mode dégradé, ce qui veut dire que finalement, c'est une cible qui peut être facilement attaquable, sinon on ne le ferait pas. Et puis qui a un intérêt important, on verra un peu plus en détail. Et enfin, dernier chiffre, 43. 43, c'est quoi? C'est le nombre d'incidents qui ont été recensés, dans le secteur de la santé en France entre janvier 2021 et mars 2023. Donc là, c'est sur 3 ans, hein. Donc c'est les gros incidents de sécurité. Donc ça, c'est c'est des chiffres de l'ENISA, c'est l'European Union Agency for Cyber Security, en Europe. Donc ça, on peut dire, ouais, 43, OK, d'accord, mais ça représente quoi, concrètement par rapport à l'Europe? Donc pour ça, j'arrive à ma prochaine slide, cybersanté et l'Europe. Et si on regarde du coup ce petit graphique, on voit que la France, en effet, on a eu 43 incidents. Si on compare à tous les autres pays voisins, eh ben, on est largement au-dessus de nos voisins. Malheureusement, on est très touché par la cybersécurité, par la cybercriminalité. Donc voilà. Là, si on revoit avec un diagramme en bâton, donc en rouge, on a 2021, en bleu, on a 2022. Et en vert, on a 2023. Alors ça, c'est peut-être un peu petit pour voir d'ici, mais on voit largement que toutes les stats explosent les voisins largement, même rien qu'avec 2021 pour les 3 quarts. Donc c'est important. Ce qui est en vert, en plus, là, c'est les stats que du premier trimestre 2023. Donc c'est jusqu'en mars de cette année. Donc c'est pas genre ah ça va mieux. Non. Si on multiplie par 4, c'est pire que les autres années. Donc voilà, j'ai pas encore les chiffres pour toute l'année 2023, mais c'est vraiment quelque chose qui est important et qui arrive de plus en plus vite. Et on est vraiment le cœur de cible des attaquants en Europe. Donc c'est quelque chose d'assez important. Alors les cibles, les types d'attaques. Qu'est-ce qu'on a comme cible principalement dans la santé, en France? Là principalement, sans surprise, les personnes qui sont majoritairement touchées, alors c'est pas en France d'ailleurs, je vais dire des bêtises, c'est dans le monde. J'ai pas mis toute la légende. C'est dans le monde entier, mais bon voilà, c'est assez global. Donc les hôpitaux sont, ceux qui sont le plus touchés largement, donc ça c'est le nombre d'incidents qu'il y a eu sur ces 3 dernières années. Sur les 250 incidents, on en a plus de 90 qui sont liés aux hôpitaux. Et donc globalement, donc on peut voir que ça va être ça. Après, on va avoir les instituts de santé, on va avoir les pharmacies, etc. Mais voilà, donc on peut avoir ça comme focus principal. Et quels sont les types d'attaques finalement, et pourquoi en fait? Finalement, la question qu'on peut se dire, c'est pourquoi les hôpitaux sont tellement attaqués. Les types d'attaques, on peut voir sur ce deuxième graphique, donc cette fois-ci qui est en pourcentage. Alors si vous êtes fort en maths, vous avez vu que ça dépasse 100%, parce que ça, voilà, 54 plus 46, c'est déjà 100%, oui, en effet. Mais parce qu'en fait, une attaque peut inclure plusieurs choses, et donc peut se retrouver dans plusieurs des bateaux. Donc voilà, donc les principales attaques sont en ransomware et en data related threats. Ça veut dire du vol de données. Globalement, ce qui intéresse les hackers, c'est voler les informations qui sont sensibles, les informations de santé, les informations sur les patients, etc., pour les revendre. Parce que l'information a de la valeur. On estime que sur le darknet, votre information pour une personne, ça équivaut à peu près à environ 1 200 €. Voilà, donc par personne. Par personne. Donc ça va très vite à chiffrer, et les hôpitaux ont une quantité de données très importante et surtout beaucoup plus sensibles parfois, comme justement des données de santé, des données de sécurité sociale, etc. Donc en effet, on peut voir que le vol de données, ça va être le gros focus des hackers, et donc le ransomware qui vient même au-dessus, qui est donc l'attaque par rançongiciel, hein, si on parle en bon français. C'est-à-dire que c'est une façon de chiffrer les données, donc les rendre inutilisables pour demander une rançon à l'hôpital. Donc à l'hôpital ou à l'organisme de santé, peu importe.
Mais en demandant une rançon, vu que les données sont très sensibles et sont très importantes pour l'hôpital également, ils ont plus de chances de réussir à obtenir la rançon. Donc non seulement de vendre les données qui sont volées, mais en même temps, d'obtenir une rançon de la part de l'hôpital. Donc évidemment, il faut pas payer la rançon. Vous êtes peut-être au courant de la stat, mais dans le doute, je vous le dis. 90 du temps, les rançons, même si elles sont payées, vous ne retrouvez pas vos données. Donc ça aussi, c'est une stat qui fait peur, qui fait mal. Mais voilà, pour un hôpital, parfois, on n'a pas le choix, quand on est attaqué que de payer parce que justement la vie des patients, parfois en dépend. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'ils savent qu'il y a beaucoup plus malheureusement d'argent à se faire dans l'attaque, sur la santé. Donc voilà, ça c'est un petit tour d'horizon de 2023. Donc voilà, l'avenir n'est pas radieux, par rapport à ça. Mais en fait, le problème, surtout, comme vous l'avez peut-être déjà entendu, c'est que souvent l'erreur, principale dans un système informatique, ça va être l'humain. Et du coup, on a plein de petites choses qu'on peut faire pour pouvoir, réussir à faire ça correctement à réussir à se protéger correctement sans avoir à tout remettre, en ordre, à tout se mettre en mode, ultra, protégé, Fort Knox. Il y a moyen de faire des choses, correctement et facilement. Et du coup, je vais aller en plus en détail là-dessus. Hop. Donc conseils et prévention, comment sécuriser mon infrastructure finalement? En 1, ce que j'ai mis, c'est bien connaître, le parc informatique et vos actifs métiers. Ça veut dire savoir où sont tous les ordinateurs, comment ils sont connectés, est-ce que j'ai des Windows, est-ce que j'ai des Linux, est-ce que j'ai des vieux ordinateurs par-ci par-là? Qu'est-ce qui possède quelle information aussi? Où est l'information? Où est la donnée? Est-ce que la donnée sensible est bien protégée? Ou est-ce que la donnée sensible est accessible pour toutes les personnes du service, de l'hôpital, par exemple? C'est assez important de se poser la question pour savoir où sont les choses. En connaissant votre écosystème, vous aurez une meilleure vision de qu'est-ce qui peut potentiellement arriver. Ou arrêter aussi, ou endiguer le problème. Parce que si vous faites attaquer un PC, vous pouvez essayer de le couper du réseau et du coup finalement qu'il y ait qu'un seul PC qui soit attaqué et pas tout le reste. Donc c'est ça aussi l'avantage. Dans, le parc informatique et les actifs, on a également les logiciels. Donc vérifier qu'est-ce qui est installé. Est-ce que là j'ai un logiciel de traitement de facture? Est-ce que là j'ai un logiciel RH et cetera? Est-ce que j'ai besoin de tous les logiciels qui sont sur tous les PC? Est-ce que je suis certain qu'il n'y a pas des logiciels espions, sur un ordinateur? Donc en ayant une cartographie complète de ça, donc ça ne demande pas énormément d'efforts, de juste, pour chaque personne, de savoir exactement qu'est-ce qu'il installe ou être sûr que ce soit la direction informatique qui valide les installations sur les machines, on peut déjà limiter, les vecteurs d'attaque. Il y a beaucoup de choses que je vais dire par rapport à ça, c'est, souvent on ne peut pas complètement empêcher une attaque, mais on peut essayer de réduire la surface d'attaque et c'est surtout ça qu'on va vouloir faire, avec toutes ces mesures, d'hygiène numérique finalement. Donc où sont les données? Ce que j'avais dit juste avant. Qui a les accès? Est-ce que, je dois avoir accès au dossier RH si je suis, médecin? Je ne pense pas. Est-ce que je dois avoir accès au dossier des patients, de tous les médecins justement si je suis infirmière? Je n'ai pas forcément non plus besoin. Je dois avoir accès en fait seulement à ce dont j'ai besoin pour faire mon travail au jour le jour et surtout c'est ça qui est important, c'est essayer de limiter l'accès, à seulement pour éviter la propagation justement d'un virus. Et du coup de connaître toutes les interconnexions qu'il y a entre les différents ordinateurs, essayer de finalement dessiner une carte, véritablement une cartographie, de tout ça. Donc ça, c'est assez important et toutes les connexions vers l'extérieur aussi. Parce que des fois la menace vient justement de l'extérieur. Ça peut venir de l'intérieur également. Donc c'est pour ça que juste l'extérieur, c'est pas suffisant parfois. C'est-à-dire que c'est pas forcément un site web extérieur, ça peut être quelqu'un qui est pas content, au sein du service, de médecine et qui pirate de l'intérieur ou avec l'aide d'un complice. Ça arrive, ça doit être, 20-25 des cas d'attaque. Donc voilà. En deuxième conseil, faire des sauvegardes régulières, ça c'est assez important aussi parce que justement, quand je parlais de chiffrement, donc un attaquant, un hacker va souvent utiliser cette technique pour demander une rançon. C'est-à-dire qu'il va rendre vos données illisibles, complètement, toutes les données et beh, lui, il a une clé de déchiffrement pour vous rendre, toutes vos données lisibles. Donc voilà, l'idée c'est que voilà, il vous a heu, enfermé dans un coffre toutes vos données, et c'est le seul à avoir la clé de la serrure. Le problème, c'est que, si vous avez des sauvegardes, et bien, vous avez juste les sauvegardes, du coup, une copie de vos données, donc le moyen de pression
du hacker, déjà se retrouve réduit à 0. Donc déjà, faire des sauvegardes régulières, d'avoir plusieurs de serveurs de sauvegarde, ou utiliser au moins un service qui va vous faire les sauvegardes pour vous, peu importe, ça peut vous sauver la vie. Et ça vous sauvera beaucoup la vie. C'est pour ça que c'est une des plus grosses mesures qui n'est pas si difficile que ça à mettre en place, d'essayer de faire des sauvegardes régulières de tout. On fonctionne avec le système souvent de 3-2-1. C'est-à-dire 3 sauvegardes en tout, donc c'est-à-dire la principale, une copie et encore une autre copie. Pourquoi? Parce qu'en 2, il faut, sur 2 types de matériaux. Donc ça veut dire une, qui se trouve par exemple, sur un disque dur, voilà, d'un serveur dans l'hôpital, et un autre qui peut se retrouver dans un cloud, par exemple. Mais ça peut être aussi sur un truc physique, sur un disque dur physique qui est déconnecté du réseau. Parce que pareil, si l'attaquant arrive et qu'il trouve vos sauvegardes, et ben, l'intérêt de la sauvegarde s'en retrouve un petit peu réduit, parce qu'il va chiffrer également les sauvegardes. Et du coup, bah, ça ne servira plus à rien. Et enfin, donc le 1, donc c'est un qui doit être hors site. Alors c'est le double effet, c'est parce que ça vous permettra d'avoir à la fois, justement, si c'est hors site, si c'est déconnecté du réseau, il ne peut pas l'attaquer. Donc vous avez toujours une sauvegarde de secours, enfin, voilà, comme une roue de secours finalement. Et aussi dans les cas où des menaces viendraient, par exemple si toute votre infrastructure brûle, voilà, comme on a pu avoir avec OVH il y a quelques années, où voilà, et ben, tout avait brûlé, donc tous les data centers ne marchaient plus, mais les fichiers de sauvegarde étaient au même endroit. Donc ça a brûlé aussi, donc ça ne servait à rien. Donc il faut essayer de me faire un truc hors site, donc ça peut être à la banque avec sauvegarde sur bande magnétique, sur disque dur qui est ailleurs, voilà, qui est sauvegardé dans un coffre-fort. Il y a plein de solutions différentes, mais en tout cas souvent on essaie de faire un truc hors site pour justement éviter ce genre de problème. Et pour décentraliser, on met pas ses œufs dans le même panier, quoi, ça revient à ça. Et aussi donc, bon là ça concerne moins le truc de la santé, mais il faut faire attention à ce qu'on sauvegarde, à quel point au niveau de la loi, ça correspond à ce qu'on a le droit de sauvegarder, donc les informations sensibles sur des personnes qu'on ne doit pas forcément garder plus d'un certain temps quand même. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus faire des sauvegardes ad vitam aeternam de toutes les données de tous les patients, pour toujours. Donc ça, c'est quand même quelque chose à penser. En 3, donc appliquer régulièrement des mises à jour. Donc quand on a des vieux ordinateurs, globalement ce qui va empêcher un attaquant d'entrer, c'est si un ordinateur est à jour, et bien il y a tous les correctifs, les patchs, tout ce qui va pouvoir empêcher une erreur. Donc là, ce que j'avais mis comme petite, slide, je vais vous faire très rapidement, c'est qu'il y a, tout un cheminement en fait, par les hackers éthiques qui vont trouver une erreur et qui vont le dire au créateur. Par exemple, si vous utilisez un logiciel RH pour gérer justement toutes les personnes qui travaillent dans l'hôpital, ou justement qui pour gérer la gestion de paye ou de congé, eh bien, il va trouver une erreur sur ce truc-là, une faille de sécurité, va prévenir le créateur de ce logiciel, et le créateur va avoir le temps de créer un patch correctif pour arrêter la faille. Et à ce moment-là, une fois que tout a été fait comme ça, en secret, entre guillemets, de leur côté, les 2 vont révéler au grand public qu'il y a une faille, mais que le créateur du logiciel a déjà fait un patch correctif. Donc l'intérêt de mettre toujours à jour, c'est que normalement, tout a été fait en amont avant que vous ayez un problème. C'est-à-dire que dès qu'il y a un problème sur quelque chose, il y a déjà la solution, 9 fois sur 10. Donc juste mettre à jour, des fois, ça vous sauve la vie. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. De la même façon, utiliser un antivirus, donc c'est un logiciel, donc il faut penser à le mettre à jour. Là, voilà, ça ne concerne pas directement, donc il y a des solutions d'antivirus qui sont plus ou moins puissantes. Les vieilles, solutions comme Norton ou Avast, ça ne marche pas très bien. Juste en ayant un Windows 10 à jour, par exemple, avec Windows Defender, ça fait l'affaire. C'est pas parfait, mais ça fait l'affaire du moment qu'encore une fois, on pense à bien mettre à jour sa suite logicielle. C'est surtout ça qui va être important. Pareil, si par contre, on ne peut pas mettre à jour parce qu'on a un vieil ordinateur Windows 98 ou XP, mais qui tourne et qui a besoin, qui peut pas être mis à jour pour X ou Y raison, parce que c'est un truc critique de l'infrastructure de l'hôpital, par exemple, et on ne peut pas le changer pour l'instant. Ça prend trop de temps, ou ça demande trop de ressources que vous n'avez pas. Mais pensez à investir un peu plus justement dans un antivirus un peu plus compétent, parce que forcément il y aura plus de failles sur des vieilles technologies que sur des nouvelles. Ça paraît évident, mais je préfère quand même le repréciser.
Enfin, donc, non, je dis enfin, mais pas du tout, puisqu'on a la moitié de mes petits conseils. Implémenter des mots de passe, donc ça, c'est le fameux, truc classique qu'on vous dit. Donc la fameuse politique de mots de passe, c'est, heu, ça doit être long, ça doit être compliqué, ça doit avoir des chiffres, et cetera, et cetera. Surtout, moi, ce sur quoi je vais insister, c'est sur le fait qu'ils doivent être différents. Si vous utilisez un mot de passe pour vous connecter à votre compte mail, n'utilisez pas le même mot de passe pour, accéder à un dossier sensible de l'hôpital, par exemple. Tous les mots de passe doivent être différents tout le temps. Pour chaque service, ça doit être différent. Pourquoi? Parce qu'en fait, si jamais vous faites pirater à un endroit, au moins vous faites pirater à un endroit et pas à 25. C'est ça qui est important. Si quelqu'un vous pirate votre boîte mail perso et que c'est le même pour votre boîte mail pro, eh bien, vous avez compromis vos 2 boîtes mail en une seule fois. Donc c'est ça qui est important. Vu que c'est difficile à retenir, on invite, à utiliser des logiciels maintenant qui sont très, très, bien, qui sont des logiciels de coffre-fort de mots de passe. Donc comme ça, quand vous avez une centaine de mots de passe à retenir, parfois ça peut être, des milliers même en fonction des personnes, mais au moins même une dizaine de mots de passe, ça commence à être compliqué quand ils sont longs avec des caractères chelous, et cetera. On utilise des logiciels de coffre-fort qui vont sauvegarder les mots de passe pour vous et en fait, vous allez retenir un gros mot de passe, que celui-là absolument, qui ne doit pas être un mot de passe genre, mot de passe, voilà, qui doit être un vrai mot de passe compliqué, long, difficile à retenir, mais au moins vous n'en retenez un seul et les autres qui sont complètement aléatoires et très difficiles à retenir, vous n'avez pas besoin de les retenir. Le logiciel, le coffre-fort le fera pour vous et donc ça, c'est quelque chose qui est très recommandé et qui ne demande pas beaucoup, d'implication de la part, d'un service informatique. Enfin, dernière chose qu'on peut faire pour protéger, c'est la multi-authentification. Si je me connecte sur mon compte professionnel pour accéder justement à mes fichiers patients, ce serait bien quand même que pour en plus de mon mot de passe, je reçois une notification sur mon téléphone, sur mon beeper, peu importe, qui permet, d'authentifier que c'est bien moi. Parce que comme ça, si quelqu'un vous pirate, votre compte, voilà, eh bien, il ne pourra pas y accéder s'il n'a pas en plus piraté votre téléphone. Ça commence à faire beaucoup pour pouvoir atteindre, une personne. Donc ça, c'est une barrière supplémentaire. C'est pas, ça marche pas à 100. Il y a plein de façons de contourner ce genre de choses et bien sûr, il y a toujours des moyens de contourner. Mais encore une fois, on réduit la surface, d'attaque. C'est tout ça qui est important. Voilà, donc un petit graphique, simple. C'est le temps que ça met, pour un hacker d'attaquer, votre mot de passe en 2023. Donc on voit donc tout ce qui est en violet là, c'est instantané. C'est-à-dire que si on fait moins de 6 caractères, donc si on a moins de 6 chiffres ou lettres, eh bien peu importe ce que vous mettez, même si c'est complètement aléatoire, ça sera instantané. Donc tout ce qui est dans le rouge, c'est pas bon. Donc globalement, ce qu'on recommande, ce que l'ANSSI recommande, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, c'est d'avoir entre 12 et 15 lettres par mot de passe, donc au moins. Donc c'est pour ça que le coffre-fort est une bonne idée. Parce que se souvenir de 12-15 lettres aléatoires avec des chiffres, des lettres, des caractères spéciaux, fois 10 à 100 mots de passe, ça commence à faire beaucoup. Donc pensez-y, mais pensez-y aussi au fait que votre petit mot de passe, si vous utilisez, le nom de votre chien, 59, genre Bobby 59, eh bien, ça ne marche pas, ça sera cassé même sans, vous connaître vous spécifiquement, sans faire d'attaque ciblée contre vous. Donc faites attention à ça. Donc là, pareil, dans les choses qui peuvent se faire facilement, activer un pare-feu. Le pare-feu, c'est ce qui est par défaut sur les ordinateurs, ça va bloquer les règles, ça va être un lot de règles qui va permettre d'identifier les hackers plus facilement, en fait. Juste l'activer par défaut sur Windows 10 par exemple, il y en a un par défaut, c'est déjà pas mal. Juste d'être sûr qu'il soit bien à jour. Parce que pareil, encore une fois, ça peut être le même truc. Et qu'est-ce que ça va être en gros? Donc c'est les 2 petits schémas que j'ai fait là. Ça va être à la fois une caméra de surveillance et un vigile, c'est-à-dire qu'il va se rendre compte, il va voir qu'il y a une activité néfaste, par exemple, un pirate qui essaie d'exfiltrer, les données sensibles vers l'extérieur, donc ça fait un trafic réseau et du coup on a l'information passe, via le Wi-Fi, donc on surveille le Wi-Fi, donc on peut le voir et ça permet aussi de couper l'accès, de dire: «Non, bah, en tant que médecin, j'ai rarement besoin d'exfiltrer des données vers l'extérieur, donc si tu fais ça, c'est que c'est probablement pas toi qui es en train de le faire» et du coup, ça bloque. Donc ça permet d'éviter aussi pas mal de choses. Le firewall, ça sauve aussi, des vies, mine de rien. Sécuriser la messagerie, c'est de manière générale, ça veut dire, apprendre les bonnes choses. Donc là, c'est ce que je vous ai dit là, donc ça vous donne déjà une bonne base. Ça veut dire ne pas cliquer sur n'importe quoi, être sûr de qui,
vous envoie un mail quand on vous envoie un mail. Donc toujours, on ne peut pas toujours être parfait, mais toujours se poser la question quand on recevez un mail de: «Est-ce que je parle bien à la bonne personne?» Juste prendre le temps d'un recul de 5 secondes, de se dire: «Est-ce que je parle bien à la bonne personne au moment où on m'envoie le mail? Est-ce que c'est bien un mail légitime qui me demande des choses?» Parce que quand on vous demande des choses, privées ou de cliquer sur un lien, de changer votre mot de passe ou de ces choses comme ça, soyez sûr vraiment que c'est un service légitime. Parce que ça peut être du phishing, donc qui permettent d'obtenir des informations sur vous, et cetera, et cetera. Donc il y a des solutions qui permettent de le faire automatiquement, mais l'humain reste la dernière barrière. Donc soyez déjà sensibilisés, donc c'est ce que j'ai mis en troisième là. Donc apprenez surtout à, douter. Apprenez à douter de ce que vous recevez et parce que c'est une des failles, principales. J'ai vu qu'il y a quelqu'un qui me posait une question, je répondrai un peu à tout ça juste après, pour pas que ça ralentisse trop la presse. Il me reste que 2-3 slides. Voilà, anti-spam, pareil, ça va être un truc qui va corriger, qui va permettre de protéger en amont, mais voilà, là, avant tout, ça va être important de le faire, d'avoir soi-même une culture de la sensibilisation. Donc séparer les usages informatiques, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, si vous êtes, un médecin, vous n'avez pas besoin d'avoir accès au RH. Si vous utilisez un PC pour faire de la facturation, vous n'avez pas besoin d'être administrateur de la machine. À quoi ça sert? Ça veut dire que si jamais vous faites pirater votre PC, eh bien, si vous n'êtes pas administrateur de la machine, vous n'avez pas le contrôle complet sur la machine. Vous aurez le contrôle sur ce que vous avez déjà le contrôle. Donc ça limite, ça cloisonne finalement, le hacker dans, une boîte finalement dans lequel il ne va pas pouvoir sortir. En tant qu'administrateur, il pourra faire tout ce qu'il veut sur la machine et du coup, c'est un problème. Donc par défaut, quand on n'a pas besoin d'être admin, on ne l'est pas. Le moindre privilège. On essaie de faire seulement ce, dont on a vraiment besoin. Maîtriser le risque en situation de nomadisme, donc là, ça va être un peu plus, spécifique, mais je préfère quand même le repréciser. Ça veut dire quand je suis pas chez moi, quand je suis en transport, il faut que je fasse attention à ce que je fais. Donc ça veut dire, par exemple, si je suis dans un TGV et que, je suis en train de consulter des dossiers sensibles sur des patients, je fais attention à ce que personne ne regarde sous mon épaule. Ça peut paraître stupide, mais ce genre d'attaque physique existe encore. Donc pour éviter ça, déjà, bon, on fait attention, d'une, mais on peut aussi mettre des filtres d'écran. C'est des filtres qu'on place sur l'écran qui coûtent entre 5 à 20 € maximum et qui font en sorte que dès qu'on est un tout petit peu pas en face de l'écran, eh bien, on ne voit pas, on voit noir, l'écran ou blanc, ça dépend le filtre, mais du coup qui empêche, du coup la lisibilité de l'écran. Donc ça marche super bien. Les Wi-Fi publics, on fait attention parce que, typiquement, par exemple, si vous avez SNCF toujours, le TGV, ça marche bien, le TGV comme exemple. J'ai SNCF Connect, sur le TGV, c'est gratuit, c'est pratique parce que je l'utilise. Le problème, c'est que, si moi, demain, je suis juste derrière vous dans le TGV, je peux créer un faux Wi-Fi qui s'appelle exactement pareil, SNCF Connect, même pas de différence, pas de lettres en plus et vous aurez aucun moyen de savoir lequel est le bon. Donc potentiellement, vous vous connectez via mon ordinateur pirate, ce qui fait que j'obtiens toutes les informations de tout ce que vous tapez, tout ce que vous allez visiter, tout ce que vous allez faire sur internet. Pour se prémunir de ça, 2 solutions. Première, ne pas utiliser les Wi-Fi publics, donc utiliser la 4G sur votre téléphone en partage de connexion, par exemple, 4 ou 5G, hein, si vous avez un bon forfait téléphonique. Ou utiliser un VPN. Un VPN, ça va protéger votre ordinateur. Vous avez déjà pas mal de pubs, je pense, si vous regardez un peu YouTube, par rapport à ça, donc je ne vais pas vous faire le laïus. Et chiffrer votre ordinateur, enfin, c'est, au cas où on vous vole votre ordi, donc toujours pareil, je suis dans le TGV, je suis parti aux toilettes, parce que la nature, et on m'a volé mon ordinateur. Bon, bah, c'est triste, mais vous avez verrouillé votre session. Si jamais vous avez chiffré votre, ordinateur, c'est un truc qui est proposé par défaut sur Windows, hein, dès l'installation. Eh bien, ça veut dire que même s'il a votre ordinateur, il ne pourra pas accéder à ce qu'il y a dedans. Du moment qu'il a pas vous n'avez pas mis un mot de passe bidon sur la session, parce que sinon, bien sûr, ça ne sert plus à grand chose. Mais, alors que si vous n'avez pas chiffré, même, sans votre mot de passe, il peut récupérer tout le contenu de votre disque dur. Et du coup, bah, là, c'est perdu. C'est perdu d'une autre façon. Donc c'est ça qui, ça veut dire. Le nomadisme, ça veut dire quand on n'est pas chez soi, on fait d'autant plus attention. Voilà. Gabriel, Et je me permets, il va falloir oui, conclure assez rapidement. ouais, c'est ma dernière slide.
Pas de Je souci. finis là-dessus. Ouais, je sais qu'il est 35, j'ai un peu débordé de 5 minutes. Donc la dernière slide, c'était sur la politique d'assurance. Donc si vous avez une politique d'assurance qui vous protège contre les risques cyber, vérifiez que vous remplissiez les garanties de ces risques. Parce que globalement, ce qui est difficile avec les assurances, c'est que les assurances, elles gagnent de l'argent sur le fait que beaucoup de gens ne se font pas avoir. Et comme vous avez pu voir dans mes chiffres avant, en cyber, on se fait beaucoup avoir. Souvent, on dit, on ne sait pas si on va se faire avoir, c'est quand on va se faire avoir. Donc, pour éviter ça, il faut être certain d'avoir une bonne posture cyber pour pouvoir bien remplir toutes les clauses d'une assurance, ne serait-ce que pour se faire assurer de base. Mais même si on se fait assurer, on vérifie qu'on remplit pour pouvoir en effet toucher l'assurance si jamais il y a quelque chose qui nous arrive. Voilà, c'est à peu près tout. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Ah oui, si. Bon, je voulais juste, je fais une petite parenthèse, je montre très rapidement, mais donc au campus cyber, on a acquis donc un objet qui s'appelle, la Cyber Range qui nous permet de faire de la gestion de crise. Donc apprendre à gérer la crise quand elle arrive. C'est-à-dire que comme je vous le disais, un moment, vous allez peut-être vous faire attaquer, et bien, à ce moment-là il faut savoir quoi faire. Et du coup, là, en ce moment, on est dans un exercice de gestion de crise, avec un outil qui est gamifié, qui va, nous permettre de faire un jeu de rôle qui n'ont pas forcément techniques, pour savoir comment réagir entre le DRH, entre la DSI, entre le directeur de l'hôpital, etc., pour prémunir, pour arrêter l'attaque, répondre au public et essayer de récupérer les données. Donc voilà, donc ça c'est un outil qu'on utilise. Voilà, on a quelques screens que je vous ai mis là et qui permet de modéliser toute une structure d'un hôpital, donc avec un IRM, avec différents appareils, avec un site web de l'hôpital, etc., etc. Voilà, donc j'insiste pas trop là-dessus. Je vais répondre juste aux 2-3 questions. J'ai encore le temps pour répondre à une question ou 2? Peut-être une question seulement, oui. OK. Qu'en est-il des mots de passe qu'on enregistre pour se connecter plus rapidement? C'est facile de se faire hacker les mots de passe. Il ne faut pas enregistrer les mots de passe dans Chrome parce que justement, Chrome, il n'y a pas de protection et tout ce qui va se passer, c'est juste, si on accède à votre ordinateur, on a accès à tous vos mots de passe. Donc, par défaut, utilisez, le gestionnaire de mots de passe qui est exactement la même chose, le coffre-fort dont je vous ai parlé. Et sauf qu'en fait, le coffre-fort va vous imposer un mot de passe très fort, ce qui fait qu'il y aura beaucoup moins de chances que vous le fassiez pirater. Et enfin, pourquoi la France est-elle plus attaquée que les autres pays? Est-ce que c'est statistique proportionnelle à la taille du pays? Je n'ai pas de retour par rapport à ça. Je pense qu'en effet, la France est plus grosse par rapport à ça, mais je pense qu'on a, dans les stats que j'avais pu voir avant, on a une mauvaise éducation sur tout ce qui est justement sensibilisation à la cybersécurité. On a l'impression que ça n'arrivera pas à nous. Alors qu'en fait, finalement, ça touche tout le monde. Ça touche les acteurs de la santé, mais ça touche aussi le public, le privé, les collectivités. On a la mairie de Lille qui avait été touchée il y a pas longtemps, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut faire des actions comme ça, justement, de coup de poing, un peu de renfort, pour que les gens puissent apprendre à faire attention, quoi. Voilà, Plus sensibilisé, c'est ça le mot de la exactement. fin. Bah, merci beaucoup Gabriel pour ce retour, enfin ce panorama de l'état des lieux de la cyber et on va passer rapidement maintenant, à Jérôme que j'ai vu qui s'est connecté pour un retour d'expérience, pour appuyer sur le côté, coup de poing, prévenez-vous parce que ça peut vous arriver donc je laisse la parole à Jérôme pour nous faire ce témoignage. Merci Fanny. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Jérôme Remoiville. Je suis le responsable informatique de la Pleine Image. Donc, Pleine Image, un pôle d'excellence métropolitain sur les industries créatives. Nous avons, début octobre, subi une attaque phishing. On en reçoit régulièrement, hein, mais celle-là, elle était très subtile. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé, comment on s'en est rendu compte, parce que c'était pas instantané. Donc, j'ai deux collègues qui travaillent avec, entre autres, sur un projet avec Louvre-Lens Vallée, donc qui est en relation avec une des personnes de Louvre-Lens Vallée, et qui ont reçu un mail vraiment qui émanait de cette personne. L'adresse mail correspondait, les sujets abordés correspondaient exactement au sujet abordé dans les échanges récents avec lui. Et donc, il invitait à partager un fichier SharePoint. Et donc, mes collègues ont cliqué sur ce lien et ont saisi leurs coordonnées, leurs informations, identifié un mot de passe.
et ils ont eu un retour comme quoi leurs identifiants mot de passe n'étaient pas les bons. Donc voilà, le premier vient, ensuite un deuxième, à peu près le même jour le lendemain. Et là, je me dis, tiens, c'est bizarre quand même, vous pouvez me montrer un petit peu quel est le contenu. Et donc, on s'est aperçu que c'était exactement le même sujet, le même lien, les mêmes informations. Et donc, le lendemain, donc ça, c'est 48 heures après le premier mail reçu, on s'est aperçu que ces deux collègues envoyaient des mails identiques à le mail qu'ils ont reçu à l'ensemble de leur carnet d'adresses. Donc tout ça pour dire qu'en fait, l'hacker a réussi donc à récupérer les identifiants mots de passe de mes deux collègues et donc a pu tranquillement, de façon, puisqu'il n'y avait rien de voyant, hormis le fait qu'on n'avait pas pu se connecter au lien vers le SharePoint. Donc, ils ont eu le temps pendant à peu près 48 heures d'analyser, de regarder un petit peu tout ça, avoir des contenus pertinents pour envoyer des informations qui sont un peu différentes à d'autres personnes et qui étaient en phase, encore une fois, avec des sujets sur lesquels ils étaient en train de travailler. Donc, suite à ça, nous, on a coupé, même pour ceux qui n'y avaient pas cliqué, on a modifié tous les mots de passe. Moi-même, en tant qu'admin, je leur ai pas demandé de le faire par eux-mêmes, puisque forcément, on disait une suspicion, si le hacker a accès à l'ordinateur, on va faire autrement. Donc voilà, j'ai réinitialisé dans la console admin tout ce qui était mot de passe et je leur envoyais les mots de passe par un autre moyen que le mail et Teams ou autre, puisque là, forcément, nous, on est sur Microsoft 365, donc il avait accès à l'ensemble des informations. On a également, parallèlement à ça, on a contacté le CSIRT en région, qui est un organisme aussi qui est là pour accompagner, en fait, lorsqu'il y a un risque identifié, pour accompagner les entreprises pour régler les problèmes le plus rapidement possible. Donc c'est ce que nous avons fait. Ils nous ont mis en relation également avec les organismes, les autorités, donc la police, pour avoir un dépôt pour déclarer rapidement à la police ce phishing. Et nous avons mis aussi en place, puisque moi, ça faisait un petit moment que je voulais mettre en place une solution que j'ai entendu tout à l'heure qui était abordée, c'était la double authentification. Moi-même, avec mes niveaux voilà, d'administration, de responsabilité, j'avais déjà depuis très longtemps la double authentification, mais qui n'était pas encore mise en place pour le reste de l'entité, qui était et pas une validation au niveau de la direction là-dessus, donc on n'avait pas encore mis en place cette solution. Si cette solution avait été mise en place, la double authentification, bah forcément, s'il y avait une tentative de connexion par la suite par le hacker, en récupérant les mots de passe, et ben là, c'était, alerté tout de suite et donc ça aurait pas été possible puisqu'on aurait refusé cet accès, à l'ensemble des services, de Microsoft 365. Donc ça, c'était une première chose. Donc nous, l'impact aussi, forcément, c'est qu'on travaille beaucoup avec la mail. Et donc la mail, pour se protéger, il y avait d'autres services aussi qui ont bloqué les accès au niveau des échanges avec la pleine image. Lorsque le CSIRT a regardé un petit peu ce qui s'était passé, donc, ce n'est pas Louvre-Lens-Vallée qui est à l'origine. Louvre-Lens-Vallée avait été touché par une autre entité, Team 2, c'est eux les premiers qui ont été en fait attaqués par ce hacker. Nous, au final, on n'a pas eu de perte de données. De vol de données, on a regardé, on a vérifié, il n'y a pas eu il y avait absolument plus rien. On n'a pas eu de de contenu volé, de contenu, en tout cas, contenu modifié, bloqué pour du ransomware ou autre. On n'a pas eu de tout ça. Ça a été juste, en fait, voilà, à un moment donné, avec effet rebond, essayer d'attaquer d'autres sites. Donc voilà, ça a duré donc tout ça pour mettre en place ensuite donc la double authentification du début jusque la constatation. On a mis pour blocage à la double authentification, ça a été au final tout ça 3 jours. Donc les 2 jours pour constater que effectivement il y avait eu quelque chose derrière et dans la foulée après on a bloqué et mise en place de la double authentification.
Voilà. Et ensuite, supervision pour vérifier ce qui était envoyé dans notre flux sur l'ensemble du personnel, voir s'il y avait des choses qui partaient encore, qui venaient pas de chez nous. Voilà. Et donc très vite, ça s'est arrêté après la mise en place de la double authentification. Donc le but de cette attaque, c'était vraiment de prendre vos contacts pour, refaire une attaque sur de prochaines cibles, en fait? Il y Voilà, avait pas essayer après de d'avoir des informations. Peut-être nous, voilà, il n'y avait rien de critique. Et après, de réussir à toucher quelqu'un, de voler des données et les revendre aussi, mmh des données personnelles, puisque ça aussi, ça a une valeur aussi sur le dark web. Mais voilà, là, ça a été, en tout cas, nous, on n'a pas eu effectivement de dégâts plus que effectivement une inaccessibilité temporaire à certains fichiers. Le temps qu'on Mmh. puisse tout remettre en ordre, modifier les mots de passe et mettre en place la double authentification. Une fois que tout ça a été mis en place, après, on a retrouvé notre environnement tel qu'il était auparavant. Et ça a permis aussi d'insister aussi au niveau des collaborateurs, au niveau de la direction, de mettre en place aussi, en plus d'autres sécurités, les Mmh. sauvegardes, parce que beaucoup de personnes pensent que, par exemple, nous, on est dans le cloud avec Microsoft 365, mais il n'y a pas une sauvegarde très précise, granulaire des données pour récupérer si on a perdu. Imaginez que finalement, il y aurait un fichier contaminé. Et ben, comme j'ai entendu tout à l'heure dans la présentation, on peut, avec des sauvegardes, et ben, enlever, réinstaller, redéployer notre infra avec quelque chose qui est safe. Et donc, Mmh. si on n'a pas ces sauvegardes, que ce soit externalisé ou en local aussi, faire des sauvegardes, voilà, ça c'est vraiment important. Et le fait aussi, on va mettre en place, moi aussi, je me bats contre les collaborateurs, soit qui laissent sur des post-it ou en dessous des claviers ou des petites notes comme ça avec des mots de passe, ou ceux qui mettent aussi dans Chrome ou dans Edge le gestionnaire de mots de passe et qui sauvegarde tout dedans et on peut effectivement récupérer tout ça. On va généraliser en fait une solution de coffre-fort qui a un VPN aussi intégré et qui a une analyse du dark web pour voir quelles sont les informations qui sont déjà un peu utilisées, vérolées là-dessus pour se sécuriser, se prémunir au maximum. D'accord, donc il y a des choses qui vont être mises en place dues à cette attaque, donc bon, Tout à on fait, va dire pour c'est pas un mal renforcer. Et mal pour un bien, mais ouais. voilà, bizarrement, malheureusement, le fait d'avoir subi cette attaque, Mmh. ça débloque, ça fait prendre conscience de certains sujets parce que souvent on nous dit voilà, la sécurité, ça a un coût. Et nous, on n'est pas concernés, comme on dit tout à l'heure, oui, non, on risque rien, on risque rien. Le fait est que si, on Tout le risque, il y monde a paie toujours un quelque chose. risque. Là encore, la semaine dernière, malgré cette attaque, on était plusieurs personnes de l'entreprise à l'extérieur. On a pris le train et j'avais un collègue à un moment qui est parti prendre un café. J'ai vu que son ordinateur n'était pas verrouillé. Donc voilà, on pouvait accéder voilà, aisément. Donc là, moi, je Sur leur avais les dit erreurs aussi. humaines. Mmh. Voilà, toujours Mmh très souvent, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup d'erreurs, c'est les erreurs humaines. On peut mh. mettre la meilleure sécurité possible au monde, mais derrière, si il y a des failles, c'est pareil, hein, il y en a, ils stockent aussi leurs données, leurs informations, leurs mots de passe sur le téléphone. Et donc moi, l'idée que j'ai avec ce coffre-fort, il y a des coffres-forts qui vous permettent aussi d'être installés aussi sur l'appli sur le téléphone et qui permettent en fait d'avoir, de boucler la boucle si on veut, puisque en Mmh. fait on met ces mêmes informations, on a juste effectivement ce mot de passe maître qui doit être long, pas facile à taper certes, mais qu'on doit se souvenir. Des fois, ça peut être des phrases ou autres, des moyens mnémotechniques, mais voilà, et qui nous permet en fait, quel que soit le support, on va utiliser l'ordinateur ou un téléphone, de pouvoir sécuriser l'ensemble des données et de Mmh. retrouver les informations automatiquement. D'accord. Bah, merci pour ce retour d'expérience. Est-ce qu'il y a des questions, pour Jérôme dans le chat ou des discussions que vous voulez avoir en ouvrant votre micro? Sinon, on va passer à la fin du webinaire. Bon, merci Jérôme pour votre retour d'expérience. En tout cas, c'était très intéressant d'avoir ce témoignage
Et on va passer, du coup, à comment se protéger, du coup, du côté, assurance, justement après une cyberattaque, Avec par, plaisir en tout cas. Merci beaucoup. Bonne journée mmh, à tous. merci Jérôme. Du coup, Mathilde, je te laisse la main, Mathilde Fleming Associés. Bonjour à tous. Fanny, est-ce que c'est bon au niveau de mon écran? On voit bien? Vous voyez bien? Non, pour l'instant, je vois un écran noir avec, le Teams. Alors, attendez. Désolée. Pas de souci. Voilà. Normalement, ça devrait être bon là. Voilà, c'est bon. On voit. Super. Donc, Fleming Associés, c'est un cabinet de courtage en assurance. Donc, ça veut dire je travaille de manière complètement indépendante. Ça, c'est un point qui est très important, avec toute compagnie d'assurance. Et c'est un cabinet de courtage qui est spécialisé sur une clientèle plutôt biotech, medtech, e-santé. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au niveau des on va travailler avec des laboratoires qui ont, par exemple, des lignées cellulaires à couvrir, qui ont des essais cliniques à couvrir. Ce sont des sociétés qui ne font pas toujours de chiffre d'affaires sur les 10 premières années. Donc, c'est des sujets à prendre en compte au niveau d'un certain nombre de contrats d'assurance. Voilà, on va travailler sur un certain nombre de spécificités au niveau essais cliniques, responsabilité civile, multirisque et bien entendu cybercriminalité. On s'engage sur un suivi client au minimum 2 fois par an lors de rendez-vous et des renégociations de contrats au minimum 1 fois tous les 3 ans. Voilà un petit peu en 2 mots sur le cabinet Fleming. Alors, comment couvrir mon activité contre les conséquences d'une cyberattaque? Comme ça a été souligné précédemment, l'attaque numéro 1, c'est plutôt le ransomware. Donc, ce que l'on sait, on a souvent une idée de la volumétrie de données qui a été volée. On sait que c'est, je ne sais pas moi, 10 gigas, 20 gigas, mais on n'a pas toujours connaissance de ce qui a été volé. Donc, par défaut, il faut plutôt considérer que c'est tout. Sachant que les pirates ne parlent pas toujours pas souvent, très rarement même, ne parlent pas notre langue, donc ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ont volé. Leur objectif, c'est vraiment de faire du chantage. Comment couvrir les activités, mon activité contre ces conséquences-là? C'est plutôt de souscrire un contrat cybercriminalité parce qu'aujourd'hui, les contrats de responsabilité civile professionnelle ne prennent plus du tout en charge les conséquences d'une cyberattaque. Les sinistres qui pourraient être liés à une cyberattaque, les assureurs se reportent complètement sur un contrat cyber dès qu'il y a une intrusion dans le système d'information. Je n'ai pas beaucoup de temps, donc le message que je veux faire passer, c'est vraiment, oui, aujourd'hui, tous les assureurs proposent des contrats cyber. Maintenant, attention aux contrats que vous allez souscrire. Point de vigilance particulier sur les compagnies d'assurance, je dirais, européennes. Je vous expliquerai rapidement pourquoi tout à l'heure. Et l'assurance cyber, c'est vraiment une réponse financière à une cyberattaque. Ça ne remplace absolument pas les moyens de protection techniques que vous allez mettre en place. Aujourd'hui, je vous invite à ne pas vous présenter à la souscription d'un contrat d'assurance cyber si vous n'avez pas un certain nombre de moyens de protection. Parce que les assureurs qui demandent peu de moyens de protection sont souvent ceux qui vont en couvrir le moins. Donc, je serais plutôt d'avis à procéder par un nivellement par le haut, à bien se couvrir et utiliser l'assurance qu'en réponse financière. Ce
que vont vous demander les assureurs, je dirais, pertinents, ils vont vous demander des moyens de protection minimum. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes défaillant à un moment donné sur ces moyens de protection, l'assureur ne payera pas du tout le sinistre. Donc, il faut vraiment regarder à la lettre ce qui est demandé. C'est bien entendu la mise en place d'antivirus, anti-malware et pare-feu. Ça, c'est vraiment la base. Des mises à jour régulières de l'ensemble de vos dispositifs informatiques, serveurs et réseaux. Donc, dès que vous avez le petit point orange, je dirais, en bas à droite de votre ordinateur, il faut tout de suite faire la mise à jour pour répondre à cette exigence de l'assureur. Sauvegarde, comme ça a été dit précédemment, hebdomadaire à minima, déconnecté ou externalisé, idéalement les deux, donc sur un disque dur externe, par exemple. Disposer d'un plan de reprise d'activité après sinistre comportant des exigences relatives aux sauvegardes. Donc ça, c'est pas forcément une machine à gaz qu'il faut mettre en place, mais un simple document Word suffit. L'idée, c'est de se poser, de réfléchir à, en cas de sinistre, comment je redémarre, quelles sont les actions numéro 1 que je mets en place. Évaluer au moins une fois par an sa capacité à restaurer ses données. Ça peut être, par exemple, challenger votre prestataire informatique et se mettre en situation de, voilà, j'ai été piraté, comment je fais? Et donc, c'est tester aussi ces sauvegardes parce que beaucoup s'aperçoivent que seulement le jour du sinistre, les sauvegardes n'ont pas fonctionné. Voilà, donc là, on se met vraiment en situation de j'ai été piraté, j'essaye de redémarrer. Former chacun de ses collaborateurs à la cybersécurité. Donc, l'ANSSI, par exemple, propose des petites vidéos courtes et à la fin, vous donne un petit certificat, un petit diplôme. Et ça, c'est un point, c'est gratuit et c'est un point de vigilance regardé par les assureurs. Et enfin, réaliser, alors ça, c'est peut-être le sujet le plus délicat, réaliser des campagnes d'hameçonnage une fois par an. Ça veut dire qu'une gentille société va vous envoyer à vous et à tous vos collaborateurs des faux mails pour voir si vous cliquez dessus, si vous remplissez des informations. Donc ça peut être payant, les campagnes d'hameçonnage, mais ça va être de l'ordre de à peu près 200 € pour 5 collaborateurs, je crois. Ça peut être négocié, mais voilà, il faut le faire une fois par an. C'est un budget supplémentaire à prévoir, mais c'est une exigence et c'est un point très important qui va être regardé par les assureurs. Et ça, on peut vous accompagner. On connaît plusieurs sociétés qui font ces fausses campagnes de hameçonnage. Au niveau du contrat d'assurance, point de vigilance sur les garanties. Les contrats d'assurance s'articulent en 2 volets. Le premier, l'assureur va prendre en charge vos propres dommages à vous, à votre société. Par exemple, la perte de chiffre d'affaires, ce qu'on appelle la perte de marge brute, des frais d'expert informatique, des heures supplémentaires éventuellement des collaborateurs de votre service informatique. Premier volet. Et le deuxième volet, ça va être les dommages qui auraient pu être occasionnés aux tiers. Donc, c'est de la fuite de données, des données qui appartiendraient à des tiers, à vos clients, par exemple. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. Sur le premier volet, vous avez l'assistance. Déjà, première chose, première action à mener. J'ai une suspicion ou je me suis fait pirater. J'appelle immédiatement l'assistance de mon contrat d'assurance, 24 heures sur 24, ce qui est important, parce que souvent, les attaques arrivent le soir ou les week-ends. Donc, c'est toujours sympa d'avoir une assistance H24. Ce que va faire l'assistance, c'est qu'elle va constituer une cellule de crise pour circonscrire le sinistre.
Et dans cette cellule de crise, vous allez avoir notamment des experts en sécurité informatique pour mener l'investigation numérique, c'est ce qu'on appelle le forensic. Et ça, c'est très important parce que ils vont pouvoir, avec les journaux d'événements, constituer la preuve matérielle pour l'assureur du fait qu'il y a bien eu une cyberattaque. Donc, ils vont venir, je dirais, rejouer les actions du virus pour comprendre son comportement, comment il s'est propagé et vérifier à terme qu'il n'est plus dans le système informatique. Et vérifier aussi qu'il n'a pas laissé derrière lui une petite porte dérobée qui lui permettrait de réentrer éventuellement une deuxième fois dans le SI et mener une attaque encore plus importante. Le conseil juridique, ça c'est également un poste pris en charge par les contrats d'assurance par défaut. C'est des frais, des honoraires d'avocat qui vont éventuellement vous accompagner pour déclarer le sinistre à la CNIL, qui vont vous accompagner sur le dépôt de plainte. Et voilà, il y a un certain nombre d'obligations juridiques quand vous détenez de la donnée, et donc le conseil d'un avocat est pris en charge. La prise en charge de la restauration de données, donc ce sont des sociétés qui sont spécialisées pour voir si oui ou non les données peuvent être reconstituées suite à une faille informatique. Poste très important, surtout si vous êtes un site internet marchand, c'est votre perte d'exploitation. Alors, je parle d'un site internet marchand, mais toutes les sociétés, je dirais, fonctionnent aujourd'hui à partir de données informatiques. Et si elles se font pirater, la plupart du temps, tous leurs collaborateurs sont à l'arrêt. Tout partie, mais une bonne partie. Donc, vous allez immédiatement avoir une perte de chiffre d'affaires. Et donc, l'assureur, ici, peut prendre en charge votre perte de marge brute et tous les frais supplémentaires que vous n'auriez pas eus en l'absence d'un sinistre. Par exemple, de la location d'urgence de serveurs, de matériel informatique. Et enfin, la responsabilité civile cyber, si jamais des données qui ne vous appartiennent pas se retrouvent sur les réseaux sociaux, ou si jamais vous êtes à l'origine d'un sinistre, vous transmettez un virus accidentellement, ou bien si jamais on s'aperçoit que vous êtes à l'origine d'une faille informatique qui se propage chez un nouveau client, par exemple. Donc ça, globalement, ce sont les garanties qui sont plutôt prises en charge de manière générale par les assureurs. Là où d'autres garanties ne sont pas toujours prises en charge, et c'est là où c'est important d'avoir un contrat bien bordé qui vous permet de prendre en charge ces autres garanties-là. Donc ces autres garanties, ce sont la prise en charge de la rançon. Aujourd'hui, beaucoup d'assureurs ne couvrent pas la rançon. Alors, la rançon, elle est toujours prise en charge suite à l'accord de la compagnie d'assurance, mais au moins, vous êtes accompagné dans la négociation avec le pirate concernant le montant de la rançon, dans l'achat de bitcoins de manière sécurisée. Vous avez quand même des experts qui vous accompagnent dans le cadre de ce rançongiciel qui est quand même le sinistre numéro 1. La carence du prestataire d'externalisation, donc ça c'est une garantie optionnelle, mais et qui n'est pas proposée par toutes les compagnies d'assurance. C'est si jamais le pirate s'est attaqué à votre hébergeur ou à votre prestataire informatique et que vous n'avez plus accès à vos données. Là encore, vous pourriez subir un arrêt et donc des pertes liées à cela. Et donc, c'est toujours sympa d'être prise en charge quand c'est bien votre prestataire qui s'est fait pirater. Les honoraires d'expert ne sont pas toujours pris en charge, les honoraires de votre expert, parce que vous pouvez aussi, il n'y a pas que l'expert de l'assureur, vous pouvez aussi avoir votre propre expert
Et donc, ça, c'est pas toujours pris en charge et ça peut chiffrer. La responsabilité civile du sous-traitant, par exemple, si vous êtes une société de santé, vous pouvez par exemple faire appel à des CRO ou mener une mission en sous-traitant une partie à un de vos prestataires. Et si jamais c'est ce prestataire-là qui s'est fait pirater, eh bien, la couverture pourrait être activée. Et ça, c'est une garantie qui n'est pas toujours présente dans les contrats d'assurance. Si c'est votre prestataire qui s'est fait pirater, la garantie pourrait être actionnée. Les sinistres provenant des produits ou des services de l'assuré ne sont pas toujours pris en charge. Donc ça, c'est un point à vérifier. Par exemple, si vous êtes un éditeur de logiciels et que vous provoquez, de par votre produit, un piratage. Les sanctions et enquêtes de la CNIL. La CNIL peut enquêter sur votre responsabilité dans le cadre d'un sinistre cyber. S'ils se rendent compte qu'il y a déjà eu des failles et que vous ne les avez pas prévenus, ils peuvent tout à fait vous imposer une sanction et qui peut, dans certains cas, être prise en charge par la compagnie d'assurance. Voilà, donc ça, c'est des points à vérifier sur votre contrat d'assurance. Voilà. Ce qui n'est jamais pris en charge, et ça, c'est un point qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est la fraude. L'escroquerie n'est pas prise en charge. Si jamais, par exemple, vous recevez un RIB d'un de vos fournisseurs qui vous demande de le payer, si jamais c'est un RIB qui a été piraté et que vous faites le virement, là, le montant du virement n'est pas prise en charge par les compagnies d'assurance. Donc la fraude au horrible, la fraude au président, l'escroquerie n'est pas couverte. Les frais de prise en main du sinistre par un intervenant extérieur ou par votre propre prestataire. Si vous vous dites, bon, j'ai été piraté, je ne fais pas forcément appel à l'assurance, et puis je me débrouille avec mon prestataire informatique, non, là, ça ne va pas fonctionner. Les assureurs sont là, ils ont des experts dans ces cas de figure-là qui sont plutôt efficaces parce que l'objectif, c'est de circonscrire le plus rapidement possible le sinistre. Donc, voilà, ils ne vont pas forcément prendre en charge les frais de votre prestataire personnel. Et toutes les conséquences préjudiciables aggravées par un recours tardif au service d'urgence contractuel dédié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que vous avez un soupçon sur un sinistre de piratage, il faut tout de suite contacter votre assureur. Et donc, ça, c'est un point très important. Si ça a été fait trop tard, il risque d'y avoir des dégâts plus importants. Et donc, c'est ça que l'assureur veut éviter de payer. Voilà. Les dernières slides, c'est voilà, mon SI est verrouillé, un pirate me réclame une rançon, je suspecte une fuite de données. Quelles sont les actions à mener? Quelles conséquences sur votre activité? Il faut immédiatement contacter le service d'assistance, comme je le disais, de votre compagnie d'assurance, porter plainte dans le cadre de la loi LOPMI, donc, qui exige le dépôt de plainte dans les 72 heures, et informer votre courtier. Voilà pour la présentation. Merci beaucoup, Mathilde. C'était clair. C'était très clair et très complet. Et je pense qu'on a des questions. Maximilien, je te vois. Oui, je vais les poser à voix haute. Donc, on a beaucoup parlé de conditions à mettre en place pour être assuré. Est-ce que c'est des conditions de mise en place de moyens ou de résultats? Par exemple, pour la formation du personnel, si on organise donc régulièrement des ateliers de sensibilisation, mais que malgré tout, nous avons un collaborateur qui commet une erreur, comment l'assurance gère ça? En fait, c'est une obligation de moyens. Dès que vous allez avoir
un sinistre, l'assureur va vérifier, par exemple, les factures du prestataire. Par exemple, CNC Expertise, eux font ça très bien. Ils vont vérifier qu'il y a bien eu une formation pour l'ensemble du personnel et c'est ça qu'ils vont vérifier. Par contre, évidemment, ils vont prendre en charge le sinistre si jamais un collaborateur a quand même cliqué. Voilà. D'accord. Mais ils vont vérifier, hein. Parce qu'il ne faut pas se dire, je fais cette campagne de hameçonnage uniquement à la mise en place du contrat. Il faut penser à le faire tous les ans. Et ils vont vérifier. Ils ne vont pas vérifier tous les ans, mais ils vont vérifier uniquement au moment du sinistre que ça a été fait. Voilà. D'accord. Dans le cas où vous avez un produit, donc un produit de TIC Santé que vous proposez à vos clients, et qu'un mésusage de cet outil implique une attaque chez eux, quelles sont les conditions que vous devez remplir pour pas justement que ça vous retombe dessus? J'ai pas compris, je suis désolée. Ça peut être si par exemple votre service n'a pas de faille, mais qu'un mésusage de cet outil fait que finalement le client Ah qui oui. a, ouais. Ça va être plutôt dans le cadre de la responsabilité civile cyber. Donc, s'il est avéré qu'effectivement, alors, s'il n'a pas de faille, votre responsabilité ne sera pas mise en cause. Mais si jamais il y a une faille, effectivement, le contrat d'assurance cyber pourra entrer en ligne de compte. Mais il faut qu'à un moment donné, effectivement, vous soyez responsable. Sinon, on n'est pas dans le cadre, on n'entrera pas dans le cadre, quoi. D'accord. Ce sera, par exemple, à celui qui a acheté votre produit, d'avoir lui-même son contrat cyber. D'accord. D'accord. Voilà. Et au niveau des tarifs, est-ce que c'est variable en fonction de la dangerosité de l'activité? Ça revient un petit peu à la première question, mais par exemple, si vous êtes une entreprise industrielle avec un parc, entre guillemets, «plutôt interne» avec quelques accès extérieurs, vis-à-vis d'un, on va dire un gros groupe tel que OVH qui ne fait que du numérique pour le coup. Et Oui, donc alors tout à oui, fait, c'est c'est plus variable. Dès lors que vous faites, si évidemment vous êtes un hébergeur, si vous faites, beaucoup de traitement de données, vous allez, payer un peu plus cher que, une société qui n'est pas du tout dans ces domaines-là. Tout à fait. d'accord. Si vous êtes une grande société, plutôt un grand groupe, les assureurs, pourraient vous faire remplir des questionnaires. Ces questionnaires, c'est des bons moyens aussi de s'auditer, soi-même, hein, et on regarde un petit peu Mmh. où est-ce que l'assureur nous attend. Donc il ne faut pas voir ça comme une contrainte. Et en fonction de ça, les assureurs fixent, le budget, à prévoir. Mais je dirais que si vous êtes une petite entreprise, de moins de 5 ou 10 millions de chiffre d'affaires, il faut compter des budgets de l'ordre de 800 à 1 300 €, quoi. D'accord. Donc, pour un premier niveau de garantie fiable. Mais point de vigilance quand même sur les assureurs européens. Les Américains font ça de manière générale un petit peu mieux quand même, parce qu'ils sont présents sur le marché depuis plus longtemps et ils sont moins frileux. Ils vont couvrir la rançon, eux, ce qui est quand même le sinistre numéro 1. Donc, voilà, point de vigilance sur les compagnies européennes Et qui d'ailleurs, c'est un sont point qui m'avait pardon. oui, oui, On oui. paye la rançon? J'ai cru comprendre qu'on ne la payait pas Alors justement. non, il faut alors à partir du moment où elle est demandée, il ne faut pas la payer. Il faut tout de suite contacter son service d'assistance et à partir de là, vous allez déléguer, votre sinistre finalement à des experts et ils vont tout faire pour ne pas la payer. Ils vont mettre en place un certain nombre d'actions, mais il arrive qu'au bout du compte, on doive la payer D'accord. et là, comme je l'expliquais, ils vont aller, négocier cette rançon, aller opérer auprès de services d'achat sécurisés de bitcoins, de sites sécurisés de bitcoins, pour, récupérer des bitcoins, les payer,
aux pirates. Et là, le pirate, généralement, décrypte les données parce qu'ils ont aussi, c'est vraiment comme un magasin, ils ont cette image à respecter. Parce que s'il est avéré que même si on paye et que Ne décrypte le pas, pirate ne décrypte pas, ils vont avoir une mauvaise réputation. Et voilà, ils vont finir par envoyer Une les ré clés de déchiffrement. une réputation Et d'honnêteté d'un pirate. c'est ça, mais c'est exactement ça. C'est tout à fait ce qu'on constate. C'est une vraie petite entreprise, un pirate. Et ils ont, ouais, ils ont une image à respecter. D'accord. Ils ont leur image à respecter. Et un dernier point, est-ce que justement les entreprises s'assurent pour ce risque? Parce De que plus en finalement là, de plus en plus? De plus en plus. Moi, ce que j'ai envie de partager aussi, c'est, on parle beaucoup des hôpitaux, et des mairies qui se font pirater. C'est quand même les PME qui se font le plus pirater puisqu'elles ont pas toujours les moyens, de mettre en place des moyens de protection, et elles sont pas toujours informées. Mais et donc voilà, c'est bien les PME qu'il faut sensibiliser et qui sont de plus en plus sensibilisées et qui finalement souscrivent de plus en plus des contrats d'assurance là-dessus. Et c'est très bien parce que vous risquez beaucoup plus un piratage qu'un incendie. Donc dans la culture aujourd'hui, tout le monde se couvre pour l'incendie et c'est très bien et c'est obligatoire, enfin c'est quasi obligatoire, mais demain, vous risquez quand même beaucoup plus un piratage et les PME n'ont pas les reins suffisamment solides pour prendre en charge des gros montants de frais d'expert informatique ou de rançon, ou voilà. Mmh. Très bien, merci. D'accord. Merci pour ces discussions très intéressantes, en tout cas, à la fin. Merci Maximilien pour ces questions et je pense qu'on va s'arrêter là pour le webinaire. Est-ce qu'il y a d'autres peut-être questions ou remarques de fin? N'hésitez pas dans le chat ou par vocal. Sinon, merci tout le monde. Merci d'avoir participé. Merci Mathieu pour ton intervention et à bientôt, je pense, pour d'autres événements. N'hésitez pas à regarder notre calendrier d'animation et à venir à notre afterwork de Noël aussi le 7 décembre. N'hésitez pas. Je vois peut-être un message dans le chat. Ah non, c'est juste un merci. Merci à tous. Bon, bonne journée à tout le monde. Bon vendredi et bon week-end. Merci pour ce webinaire. Merci Fanny, à bientôt. Merci Maximilien. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir tout le monde.